Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne CryptoNul. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux revenus passifs en crypto, c'est-à-dire tout ce qui est farming, staking, etc. Tous ces trucs qui paraissent complètement obscurs au début. Donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on risque. Alors tout d'abord, hein, évidemment, comme toujours, disclaimer, je ne suis pas conseiller en investissement, donc faites vos propres recherches avant de faire quoi que ce soit. Moi, je fais ça ce sont des vidéos à caractère éducatif, je vous partage ce que je sais. Après, à vous de faire le complément de recherche. Alors, bon, commençons directement par les types de revenus à risque faible. Alors, je mets faible entre guillemets, mais en fait, ce sont les risques propres à la blockchain en elle-même. C'est dur, à mon avis, de faire moins risqué dans le domaine. Après, bon, voilà, chacun met le niveau de risque où il veut, hein. Alors, le premier type de revenu passif, c'est le mining. Alors le mining, je l'ai déjà abordé dans une autre vidéo sur la blockchain, Bitcoin, etc., etc. Le concept, c'est de mettre à disposition des ordinateurs et des puissances des calculs qui vont vérifier et valider les transactions et les blocs de la blockchain. Ils vont consommer de l'énergie, etc. C'est tout le système de proof of work pour valider et sécuriser les transactions. Et en récompense de cette énergie consommée et de cette puissance de calcul mise à disposition, ben le premier qui valide un bloc a gagné et reçoit des coins, reçoit des coins de la blockchain en question. Donc, par exemple, Bitcoin pour la blockchain Bitcoin, des Ethers pour la blockchain Ethereum, etc. etc. Donc c'est pas très risqué. Par contre, le désavantage, bah, c'est sur le comment faire, c'est que c'est quelque chose, en particulier sur Bitcoin, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à mettre en place pour un particulier parce que ça va demander des puissances de calcul, des ordis spéciaux, des puissances de calcul très très particulières et très chères et très spécifiques qui vont consommer beaucoup, enfin plus ou moins d'électricité suivant la blockchain, mais on va dire que ça ne va pas être anodin. Donc on peut plus, au début c'était possible de faire des installations comme ça à la maison. Ça l'est encore dans une certaine mesure, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de difficile. Donc aujourd'hui, les mineurs, c'est essentiellement des grosses boîtes qui gèrent ça. Donc, euh, donc si vous voulez vraiment investir dans le mining, pourquoi pas, mais passez peut-être par des entreprises qui servent d'intermédiaires. Et bah, par exemple, là j'ai cité Just Mining, Phil Mining, Big Block, ça ce sont des boîtes françaises qui font ça. Voilà, mais faire ça à la maison, à mon sens, c'est compliqué. Je le recommanderais pas. Après, bon, voilà, chacun voit midi à sa porte. Je vous laisse chercher. Plus simple, beaucoup plus simple même, le staking. Alors attention, je dis attention aux abus de langage parce que staking, c'est un peu utilisé à tort et à travers, hein. Normalement, le staking, c'est lié aux blockchains qui utilisent comme algorithme de consensus le proof of stake. Alors, en fait, vous allez bloquer. Le concept, c'est de bloquer des cryptons, des cryptos de la blockchain en question. Euh, Par exemple, pour Polkadot, vous bloquez des dots qui vont qui vont servir à sécuriser justement le réseau blockchain. Ça va venir. Alors là, un expert me tomberait dessus, je pense, mais ça vient un petit peu remplacer l'énergie dépensée du proof of work qu'on a vu tout à l'heure dans le mining. Ça sert de garantie pour justement faire toute la sécurisation avec le proof of stake. Alors il y a plusieurs blockchains qui utilisent ça. Ethereum pas encore, mais ils sont en train de faire la transition pour en arriver là. Il y a Polkadot, Cosmos, Tezos, enfin il y en a plein, hein, des blockchains qui font ça. L'avantage c'est que ça consomme beaucoup moins d'énergie. Euh, le désavantage ou la difficulté, c'est que algorithmiquement, c'est plus compliqué à mettre en place, etc., etc. Mais bon, pour vous, c'est transparent, peu importe. Et donc, en fonction de les stakers, hein, ceux qui vont staker de l'argent, vont recevoir des récompenses en fonction de ce qu'ils mettent et en fonction de ce qui est prévu par la blockchain. Alors en général, on est à 5 et 10% par an, hein, c'est à peu près les taux.
Donc on est bien au-dessus du livret A. Après, bon, vous pouvez trouver des trucs super super bas et des trucs super élevés comme 100%. Mais évidemment, comme toujours, ça je vais pas me répéter après, mais plus le taux d'intérêt est élevé, plus le risque est élevé également. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et comment sont générées ces récompenses? Bah, c'est lié aux frais de transaction de la blockchain. Enfin, c'est un cadeau. C'est pas vraiment comme le minage de Bitcoin où automatiquement un Bitcoin est créé. Des Bitcoins sont créés à chaque bloc validé. Non, ça marche pas tout à fait comme ça. Mais bon, peu importe. Pour vous, rappelez-vous que le concept, c'est de bloquer des cryptos de manière plus ou moins longue dans le temps. Ça dépend de la blockchain. C'est défini comme ça. Et comment faire? Alors, normalement, un simple wallet suffit. Euh, mais bon, pour faire ça plus simplement, en fait, bah, tournez-vous directement sur des plateformes, des exchanges qui feront le truc pour vous, hein. Bon, par exemple, les plus connus, Binance, Kraken et j'en passe. Enfin, voilà. Voilà comment staker. Et après, il y a un peu un mix des deux. Alors là, pareil, si un expert m'écoute, je pense qu'il me défonce, mais en gros, les masternodes, qu'est-ce que c'est? C'est un peu un mix entre du staking, mais du staking, faut allonger les billets, quoi, hein. Faut pas y aller avec 10 balles. Et du mining, parce que concrètement, un masternode, ça va être un nœud, un gros nœud principal du réseau décentralisé, mais qui centralise quand même un petit peu les transactions à son niveau. Et, euh, et voilà, dans lequel vont se passer des transactions, différentes actions H24, et avec une grande somme, comme je viens de le dire, une grande somme bloquée. Donc là encore, c'est variable, mais pour vous donner un ordre de grandeur, ça peut aller de 1000 euros à 90, 100 000 euros dans le cas du Dash. Bon, évidemment, ça dépend de la valeur de la crypto-monnaie à ce moment-là, mais au moment où vous l'achetez, mais voilà. Et vous êtes en quelque sorte un mineur, même si ça ne fait pas des opérations de minage, mais voilà, vous contribuez au réseau, à la sécurisation du réseau, aux transactions, et bah, proportionnellement à ça, bah, vous allez toucher des revenus qui sont alors j'ai mis entre 2 et 50%, parce que j'ai vu ça très rapidement sur Just Mining en exemple, hein. Bon, souvent, voilà, l'ordre de grandeur, c'est 5 à 20%. Je pense que c'est un peu plus élevé que si vous faisiez du simple staking. Mais voilà. Et comment faire? Ben là encore, soit vous pouvez, hein, acheter un masternode, hein, un ordi, l'installer, etc., etc., et mettre vous-même le collatéral, c'est-à-dire vous-même bloquer les 1000 tokens Dash, par exemple. Mais là encore, il y a des boîtes qui peuvent le faire pour vous, moyennant finance évidemment. Mais on peut compter bah, toujours les mêmes. Les mêmes que précédemment, Just Mining, Field Mining, etc. Et ils ont même des offres de masternode partagées, ce qui vous permet justement d'entrer là-dessus sans avoir la somme totale, quoi, sans avoir par exemple les 100 000 euros pour Dash. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, alors j'ai dit risque faible ou modéré. Je savais pas trop comment le qualifier, mais en gros, c'est tout ce qui va être application ou plateforme en ligne qui vont jouer le rôle de banque, dans lesquelles vous allez déposer des cryptos, un peu comme dans un compte épargne, et qui, elles, vont faire différentes astuces. Elles vont peut-être faire des prêts, elles vont peut-être investir un petit peu aussi dans un DeFi, elles vont peut-être faire... enfin voilà, bref, comme des banques, elles vont investir cet argent de différentes façons pour en tirer du rendement qu'elle va vous rétribuer par la suite. Là, on est sur des rendements, bon, là, j'ai mis de 2 à 12%, parce que j'ai ça de tête en mémoire pour Celsius, mais voilà. Donc là, on parle de compte de savings ou earning. Mais quand je disais staking tout à l'heure, comme quoi le terme était galvaudé, c'est parce que parfois on vous parle de staking alors que c'est pas vraiment du staking proof of stake à proprement parler, c'est plutôt ce type de truc, quoi. Donc voilà. Et bah, les risques, il faut avoir confiance dans la plateforme. C'est, donc ça va dépendre de la plateforme. Le mieux, c'est de regarder si c'est une plateforme qui existe depuis longtemps, qui a été auditée,
euh, justement sur le fait qu'elle est sérieuse dans sa gestion des actifs, etc. etc. Mais voilà, donc on peut citer par exemple l'application Celsius, Celsius Network, mais il y en a d'autres, hein. Bon, je vous laisse chercher. Mais c'est une possibilité aussi. Les contraintes il y a moins de contraintes de blocage de crypto à un temps donné, en général. C'est un peu plus souple. Ça peut être un avantage. Et enfin, là, ce qui est alors le plus risqué, mais ce qui est le plus intéressant à la fois financièrement et aussi, j'allais dire spirituellement, c'est la finance décentralisée, la DeFi. Alors, premier type de revenu passif dans la DeFi, c'est le farming, le yield farming. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En gros, la finance décentralisée, imaginez, il n'y a plus de banque, il n'y a plus d'intermédiaires, il n'y a que des smart contracts, c'est-à-dire, là encore, j'en ai déjà parlé pour Ethereum, il n'y a que des bouts de code qui servent de contrat et qui automatisent les transactions et les différentes actions. Et par rapport à ça, euh, eh bien, les gens viennent directement avec leur portefeuille, se connectent à la DeFi, aux différents protocoles, et peuvent mettre leur argent à disposition et le faire travailler de différentes façons. La première façon, c'est de placer son argent dans des pools de liquidité. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Mais imaginez, vous n'avez pas de banque, mais vous voulez pouvoir offrir un service d'échange entre deux types de monnaie à tout le monde. Comment il faut faire? Eh ben, le concept, c'est de créer un pool de liquidité, une piscine, où les gens vont mettre, enfin ceux qui ont les deux types de monnaie, hein, les deux types de crypto-monnaies, ils vont mettre 50%, ils vont mettre 50-50 d'euros et de dollars, par exemple, s'ils ont des euros et des dollars en poche. Ils vont mettre comme ça des paquets d'euros et de dollars à, comment dire, à répartition égale, enfin à répartition en termes de valeur, hein, égale, et ils vont le mettre dans la piscine, et ça va permettre à des gens qui viennent uniquement avec des euros ou uniquement avec des dollars, bah, de faire l'échange. Ils arrivent, bon, bah, il y a tout un stock, ok, bah, moi je dépose un peu plus de dollars, et je récupère des euros, et inversement. Et ça va créer, ça va créer cet environnement cette espèce de bureau de change décentralisé où il n'y a pas, il y a personne qui gère le truc. C'est géré de manière plus automatique et où tout le monde peut contribuer à ce bureau de change en ligne. Et alors, comment on est récompensé? En général, les plateformes, parce que vous bloquez de l'argent hein, quand même, et vous bloquez à chaque fois d'ailleurs deux types de crypto-monnaies, eh ben, vous êtes payé et récompensé pour ça. Comment? Vous allez toucher en fait les frais de transaction. Au- Que la, Parce que bien sûr, à chaque fois qu'il y a une transaction, il y a des frais, et la plateforme en question qui récupère des frais de transaction va vous les reverser en partie, et c'est comme ça que vous avez des récompenses qui peuvent, qui peuvent monter très très haut. Alors vous pouvez avoir des taux raisonnables, entre guillemets, de 5 à 10%, mais vous pouvez monter très très vite à 1000%, il y a même eu des cas à 10 000%, voire plus. Enfin, voilà, ça peut montrer très très haut. Alors pourquoi des taux aussi exceptionnels? Parce qu'en général, soit c'est parce que c'est super risqué, soit c'est parce que vous êtes le premier. Donc le premier, comme la piscine elle est vide, entre guillemets, et que vous êtes le premier à mettre de l'argent pour permettre que ça marche, et ben vous allez être celui qui va toucher tous les frais, l'intégralité des frais de transaction. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, plus la poule de liquidité va être grosse, plus les frais vont être répartis entre les différents contributeurs. Donc voilà, les risques. Alors les risques, il y en a deux majeurs. Il y en a peut-être d'autres, mais de tête, il y a le risque sur les smart contracts, parce qu'on n'est pas à l'abri que le système il bug un peu, hein, honnêtement. C'est déjà arrivé. Soit il y a des bugs, soit il y a des failles, et certaines personnes, des hackers, vont en profiter. Soit vous avez un risque bien spécifique à ce type de truc, c'est l'impermanent loss. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est quand vous allez perdre de l'argent, ou vous allez avoir plutôt un manque à gagner
parce que vous allez avoir un déséquilibre qui se creuse entre les deux types de crypto-monnaies que vous allez apporter. Par exemple, je sais pas, vous allez mettre du BNB et de l'USDC qui est une crypto qui est normalement, comment dire, qui correspond à la valeur du dollar. Bon, et ben si le prix du BNB, qui est la crypto de Binance, monte très fort, elle fait un x5 par exemple, et ben là où vous aviez initialement apporté de manière équivalente, euh, je vais dire n'importe quoi, vous aviez apporté un BNB pour 1 dollar, et ben il va y avoir un déséquilibre qui va se faire, et vous, on va pas vous rendre un BNB et 1 dollar, on va vous rendre quelque chose d'autre, qui fait qu'au final, si vous faites le calcul, ben, ça aurait été plus intéressant de garder votre BNB tout seul en faisant le x5 plutôt que de le mettre dans cette pool de liquidité parce qu'au final, on va vous rendre moins d'un BNB. Du coup, bah voilà, vous n'aurez pas profité de toute la hausse, quoi. Alors, ça se calcule, c'est plus ou moins risqué, entre guillemets, enfin dans le sens où bah, entre deux crypto-monnaies qui sont corrélées, bah, si elles montent en même temps ou elles baissent en même temps, bon, bah, ça se passe bien. À l'inverse, c'est sûr qu'avec les stablecoins, les trucs qui sont figés sur la valeur du dollar, bah là, vous allez encaisser toute la variation du prix de la crypto. Mais si vous avez un très fort rendement, ça peut être rentable quand même. Enfin, c'est un calcul à faire, je suis pas expert là-dedans. Il y en a d'autres qui le font et qui vous le conseilleront sur YouTube. Mais voilà, faut avoir ça en tête. Ça peut, en gros, le yield farming, c'est vachement rentable si le prix des cryptos évolue peu entre elles et que vous avez un fort rendement. Et évidemment que la plateforme est suffisamment sécurisée. Et alors comment faire? Ben, ça se fait en général sur les plateformes d'échange des différentes blockchains. Par exemple, SushiSwap, PancakeSwap. C'est souvent des swaps quelque chose, hein. Pas forcément, mais voilà, vous pouvez les reconnaître comme ça. Autrement, vous avez des sites, des plateformes qui vont faire du yield optimizing. Alors là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors là, c'est super risqué. Enfin, super risqué. C'est toujours pareil, hein, mais ça rajoute des couches de risque. En gros, ils vont faire des stratégies vachement complexes et poussées entre différentes poules de liquidité. Par exemple, ils vont mettre d'abord dans une pool de liquidité, puis réinvestir les gains générés dans d'autres pools, etc. Ils vont faire des boucles, enfin des schémas assez complexes, qui va vous dégager un meilleur rendement, évidemment, théoriquement, mais aussi qui va augmenter les risques, pareil, de smart contract, d'impermanent loss, parce que là, vous allez accumuler les boucles et comment dire, les déséquilibres possibles. Donc voilà, mais ça existe. J'ai pas cité, mais il y a Bifi par exemple qui fait ça. Et autrement, bah, vous avez de manière un peu plus timide, mais peut-être mieux gérée et plus simple pour un débutant, vous avez des applications qui le font pour vous. Alors là, il y a par exemple Beyond Finance, que je connais pas en fait, mais j'ai vu qu'ils faisaient ça. Ou alors il y a Swissborg, que je connais, qui va investir pour vous. Pour vous, c'est transparent. Vous allez déposer mettons de l'Ether, ou quoi que ce soit. Et c'est eux-mêmes qui vont réinvestir ça dans de la DeFi, dans des pools de liquidité, etc. Ils font une répartition et ils gèrent le risque à votre place et ils vous donnent un rendement qui est évidemment plus faible que ce que vous auriez touché directement, mais entre guillemets, ils le font peut-être mieux que vous, quoi. Et ils s'assurent un petit peu contre les risques. Donc voilà comment fonctionne le farming dans la DeFi. Et ce qui m'amène à autre chose, le lending. Alors là, toujours pareil, on est toujours dans la DeFi, c'est-à-dire il n'y a pas de banquier, tout se fait de pair à pair, hein, en peer-to-peer entre les gens. Et là, il y a des plateformes qui vont vous permettre, en fait, sans intermédiaire, de prêter de l'argent. Toujours via les smart contracts. Alors vous allez prêter, par exemple, allez, mettons 1000 dollars USDC. Quelqu'un va pouvoir les emprunter
en mettant du collatéral. C'est-à-dire que pour pouvoir emprunter 1000 USDC, il va être obligé de mettre une certaine somme de côté dans une crypto, soit la même, soit une autre, ce qui peut d'ailleurs être risqué si le cours varie. Mais bref, voilà, c'est un peu un système de prêt sur gage, hein. Donc l'emprunteur dépose un collatéral supérieur à son emprunt, évidemment. Et, euh, et puis voilà, ça va être automatique. Le smart contract va gérer automatiquement les intérêts perçus, ou alors va liquider la position de l'emprunteur s'il ne rembourse pas, ou si jamais le collatéral qu'il avait prêté, sa valeur chute et comment dire, ne correspond plus à la somme que vous avez prêtée. Tout ça, c'est géré automatiquement pour que vous soyez couvert quoi qu'il arrive. Et bon, les risques, c'est un peu toujours pareil dans ce domaine-là. Ça va être vraiment un problème au niveau des smart contracts, des failles, des bugs de sécurité vis-à-vis de la plateforme. Alors, je l'ai dit tout à l'heure pour les applications, mais là, sur les plateformes, c'est pareil. Il y a des audits qui peuvent être faits, et qui sont faits d'ailleurs, justement pour voir comment fonctionne le protocole, est-ce qu'il a été suffisamment bien codé, sécurisé, etc. etc. Donc là, pareil, en général, hein, c'est toujours pareil, plus une plateforme est ancienne, même si le mot ancien dans la crypto est compliqué, hein, à démontrer, mais plus une plateforme est ancienne, plus elle a été auditée par des cabinets d'audit sérieux, etc., moins il y a de risques, entre guillemets, et plus on peut faire confiance, quoi. Donc voilà. Voilà. Ben, écoutez, en guise de conclusion, ben, on a vu un petit peu les différentes sources de revenus passifs qu'on peut tirer en crypto, à la fois en partant du minage, donc vraiment des opérations de la blockchain de base, hein, de sécurisation, en passant par des applications qui vont jouer le rôle de banque, qui vont s'occuper de votre argent pour le faire travailler, et enfin à tout ce qui est finance décentralisée, qui va vous apporter des forts rendements, moyennant un risque un peu plus élevé, mais qui donne un petit peu... moi, je trouve que c'est un petit peu le but ultime de la crypto, c'est ça, c'est de pouvoir démontrer qu'il n'y a plus besoin d'intermédiaires pour réaliser des échanges numériques, parce que voilà, c'est suffisamment bien codé pour que tout se passe automatiquement, proprement, et voilà, il n'y a plus une autorité centrale qui a le droit de vie ou de mort sur votre argent. Mais évidemment, c'est risqué. Donc voilà, à vous de voir comment vous allez investir dans ces différents domaines. Le mieux, hein, enfin, c'est pas un conseil, mais c'est de ne pas mettre vos œufs tous dans le même panier, évidemment, de tenter un petit peu des placements risqués, mais avec une petite portion de votre argent, et à l'inverse, de faire des trucs un peu plus safe pour la majeure partie. Et puis voilà, ben, le mieux c'est d'expérimenter vous-même. Je vous ferai sûrement des tutos et des démonstrations. Et en attendant, PS, alors rien à voir avec le Parti Socialiste, euh, je savais pas où le caser, mais vous allez voir ces termes-là tout le temps, tout le temps, tout le temps. La différence entre APR et APY, APR et APY. Alors, APR, ça veut dire, en fait, c'est le rendement brut. C'est par exemple 10% par an brut. Et APY, c'est le retour sur investissement en réinvestissant à chaque fois les intérêts gagnés. Donc ça vous fait des intérêts cumulés. Donc les 10% par an, et ben là, si vous percevez par exemple des intérêts toutes les semaines ou tous les mois, et ben automatiquement, ça va réinjecter. Donc au lieu d'avoir 10% sur les 1000 premiers dollars que vous avez déposés, par exemple, et ben vous allez avoir au début 10% sur 1000 dollars la première semaine, puis vous réinjectez les intérêts, donc vous allez avoir 10% sur 1001 dollars, enfin je dis n'importe quoi, etc., etc. Donc voilà, donc c'est pour ça que les taux APY sont normalement beaucoup plus élevés que les taux APR, parce qu'il y a réinvestissement automatique des intérêts. En général, la plateforme, si elle met ça, ça veut dire qu'elle le fait à votre place. Vous n'avez pas besoin de récupérer vos gains et de toutes les semaines les réinjecter vous-même. Voilà. Bon, bah écoutez, on a fait le tour de la question. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose, qu'elle a clarifié un peu tous ces termes imbitables quand on commence.
Et puis, bah écoutez, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à suivre mon canal Telegram, mon canal Twitter, maintenant mon canal Instagram. Je me suis fait une page Instagram récemment. Évidemment, ben, il faut s'abonner, liker la vidéo, etc. sur YouTube, la partager, la commenter, etc. etc. Et pour tous ceux qui souhaiteraient s'inscrire sur certaines plateformes que j'ai pu évoquer au préalable, eh ben, il y a quelques liens en description d'affiliation. Donc, à vous de voir, allez les chercher en bas en description de cette vidéo. Bon, ben, je vous remercie. J'espère que on se voit bientôt pour une prochaine vidéo.